Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir participé, de vous être inscrits et de participer à ce temps d'échange. Du coup, au niveau du GAB, on a souhaité proposer ce temps-là initialement parce qu'on a eu plusieurs demandes d'agriculteurs lors de l'AG, lors d'une formation également sur la biodiversité et lors du groupe d'échange transmission. Plusieurs agriculteurs qui ont entendu parler de l'expérience de Christian et qui avaient des questions sur ces obligations réelles environnementales. Du coup, l'idée, c'était de prendre un petit temps en présence également du conservatoire pour avoir vraiment un retour plus précis sur ce que sont ces ORE. Du coup, on est ensemble jusqu'à 12h30. On va essayer de tenir à peu près le timing parce qu'on sait que c'est une période qui est un peu chargée pour tous et toutes. On verra également peut-être à la fin pour transmettre les coordonnées par mail du conservatoire si vous avez des questions plus précises. Ce que je vous propose également, c'est que pendant les interventions, les présentations, on essaie plutôt de poser des questions, alors soit via le chat, soit on se les garde de côté pour ne pas trop interrompre, et on prendra un vrai temps d'échange à la fin pour les questions des uns et des autres. Et puis après, s'il y a vraiment besoin d'approfondir sur certains projets, je pense que ça se fera en dehors de la visioconférence, directement avec le conservatoire notamment. Voilà pour moi. Du coup, je vais vous laisser la main. Alors peut-être dans un premier temps, Fabrice, pour nous présenter ce que sont ces obligations réelles environnementales. Peut-être représenter très rapidement le conservatoire d'espaces naturels. Ouais. Et puis ensuite, Christian, je te laisserai la main également pour présenter ton expérience avec cette première ORE signée en Vendée. Voilà. Du coup, je vais laisser la main pour l'écran. Donc là, il faut que je repartage ou mon diapo, il revient tout seul Non, il faut que tu repartages. Ouais, ok, ça marche. Hop. Donc voilà, vous devez voir mon diapo maintenant, ou presque. Tu m'arrêtes, Coralie, si ça ne passe pas. Ouais, si c'est bon. Donc Fabrice Normand, je suis directeur adjoint du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. Et je suis accompagné d'un de mes collègues, Emmanuel Leheurteux, qui est chargé de mission chez nous et puis notamment qui commence à pas mal bosser sur les questions d'agriculture et de biodiversité et de déploiement d'ORE en lien avec des exploitations agricoles, des propriétaires ou des exploitants. Voilà. Ouais, tout va bien. Ouais, il doit y avoir un micro d'ouvert quelque part. Ouais. En tout cas, je continue pendant ce temps-là. Simplement vous dire deux mots sur ce qu'est le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire et les conservatoires d'espaces naturels en particulier. Enfin, les conservatoires d'espaces naturels en général et celui des Pays de la Loire en particulier. Les conservatoires sont des associations, toutes, qui ont été créées à partir des années 70. Donc très tôt, en 76-77, en PACA, en Lorraine, en Alsace, etc. Et puis jusqu'à plus récemment, en Pays de la Loire, on a seulement 7 ans d'existence. Et puis encore plus récemment encore en Outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Guyane notamment. Et Île-de-France tout récemment aussi. Et en fait, la caractéristique de nos associations, c'est que depuis leur création dans les années 70, ces conservatoires ont été imaginés pour préserver et gérer des sites naturels, donc avec des enjeux en termes de biodiversité, des espèces, de la faune, de la flore, des habitats naturels, des paysages remarquables. Et on a souhaité les protéger avec les outils que peuvent mobiliser les associations, qui ne peuvent pas créer de toutes pièces des réserves naturelles ou des parcs nationaux, par exemple. Ça, c'est une prérogative de l'État ou des régions. Par contre, on peut acquérir des terrains en se rendant nous-mêmes propriétaires, ce qu'on fait dans un certain nombre de cas de figure. Et puis, dans d'autres cas, passer des baux, des conventions de gestion, des occupations, des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public. Bref, avoir un titre contractuel avec des propriétaires
qui nous autorise à engager des actions de restauration et de gestion des milieux naturels. Voilà. Et c'est tout naturellement que quand a été créé dans la loi, hein, quand sont rentrées dans la loi les obligations réelles environnementales, on s'est dit, ah bah tiens, un dispositif de plus pour qu'on puisse passer des accords avec des propriétaires à des fins de restaurer et de gérer des milieux naturels remarquables. Traditionnellement, les conservatoires, ils sont présents sur des petits sites, mais très, très importants en termes de biodiversité, des tourbières, des coteaux calcaires, voilà, des zones de boisement inondable, etc., etc. Et donc, les ORE peuvent tout à fait être mobilisés là-dessus. Voilà, c'est un contrat qu'on peut passer avec des propriétaires pour engager des actions. Et ce qui nous est assez vite apparu, et c'est notamment là-dessus que travaille mon collègue Emmanuel, c'est que ça pouvait aussi être un outil pour justement sortir de cette approche petit site et avoir des partenariats, par exemple à l'échelle d'exploitations agricoles entières, où quelquefois les enjeux de biodiversité sont un peu plus modérés, encore que, mais en tout cas, on va toucher des surfaces beaucoup plus larges. Et puis, ça nous permet de travailler avec des propriétaires et des exploitants agricoles voilà, diversifiés. Donc voilà, aujourd'hui, 22 conservatoires d'espaces naturels dans presque toutes les régions de France, à l'exception de la Bretagne. On en parle de temps en temps avec Christian qui a des attaches là-bas, et puis de certains territoires d'outre-mer. Une mission de préservation et de gestion de milieux et d'habitats naturels. On a d'autres missions, mais que je ne développe pas ici. Et pour tout ça, voilà différents outils qu'on va mobiliser pour être propriétaire nous-mêmes ou avoir l'autorisation des propriétaires pour mettre en œuvre des travaux de restauration, des suivis de la faune et de la flore, voilà, engager différentes démarches. Et les ORE en font partie. Alors, ce qu'on vous propose, c'est une petite présentation des obligations réelles environnementales avec une approche un peu juridique du droit, mais qui normalement est assez intelligible par tous. Et puis, de toute façon, à la fin, effectivement, il y aura des questions. Vous n'hésiterez pas à nous les poser, on tâchera d'y répondre au mieux. Et puis après, là, peut-être à deux voix, ou en tout cas avec une intervention plus importante de Christian, c'est un retour d'expérience sur le premier contrat d'obligation réelle environnementale qu'on a signé en Pays de la Loire, en l'occurrence chez vous en Vendée, et sur la ferme qui appartient à Christian et Marie-Hélène Tanguy, donc qui est exploitée par Elisa et Kevin. Donc, Christian pourra vous faire part de son expérience, puis on n'hésitera pas à compléter de notre côté. Il y a quelques diapos en support. Sur l'ORE, les obligations réelles environnementales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a trois mots pour définir les obligations réelles environnementales. C'est obligations réelles et environnementales. Jusque-là, ça doit aller. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est un contrat qu'un propriétaire va signer avec un autre organisme. On reviendra tout à l'heure sur qui peut être cet organisme et qui peut être ce propriétaire. Et dans ce contrat, le propriétaire prend librement des obligations de faire ou ne pas faire. Donc, on verra tout à l'heure, je m'oblige à conserver les haies, à conserver les mares, à conserver de la prairie permanente. Enfin, voilà, on peut écrire tout un tas de choses. Ou de ne pas faire, je m'engage à ne pas utiliser de phytocides, je m'engage à ne pas construire, etc. etc. Voilà, ça, c'est le premier point clé, c'est des obligations. Réel, c'est la notion de droit réel, qui ne vous parle pas forcément, mais qui est une notion bien connue des notaires qui veut dire attaché à la parcelle. Donc, c'est vraiment en lien avec un bien immobilier. Et on verra tout à l'heure que les obligations suivent la parcelle et elles perdurent même en cas de changement de propriétaire. Donc, c'est vraiment la plus-value de cet outil-là par rapport à d'autres dispositifs contractuels. Et puis, environnemental, c'est pour l'environnement. Ça veut dire que ces obligations, elles ont pour objet la préservation de l'environnement. Sens large d'ailleurs, on verra tout à l'heure, c'est des fonctions écologiques. Donc, ça peut aussi bien être la biodiversité que l'enjeu de la préservation de la ressource en eau. On pourrait peut-être même imaginer des ORE conclus dans un objectif de stockage du carbone, de préservation d'éléments paysagers, etc., etc. Donc, obligation de faire ou ne pas faire, réel parce que attaché à un bien immobilier, à une parcelle, et puis environnemental parce que tout ça vise la protection de l'environnement. Et c'est un contrat. Voilà. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est vraiment ça, c'est un contrat. Donc, tout ce qu'on va se dire après, ça découle du fait qu'on est sur une logique de contrat et pas sur une logique de, je ne sais pas quoi, d'un arrêté de préfectoral qui protégerait un site ou d'une protection réglementaire X ou Y. Comme c'est un contrat, on est libre de contracter ou non, c'est-à-dire qu'un propriétaire peut engager une ORE, mais il peut aussi ne pas le faire.
Et l'organisme qui signe avec lui, ce qu'on va appeler le co-contractant, mais on va y revenir tout à l'heure, ben, il est libre de s'engager avec ce propriétaire ou pas. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de signer des ORE. Ça doit d'abord être une démarche volontaire. Comme c'est un contrat aussi, il doit y avoir au moins 2 parties. Vous ne pouvez pas signer un contrat avec vous-même. Donc, le propriétaire va s'engager sur ses obligations avec un tiers, avec une autre partie. Il n'y a pas d'engagement perpétuel en droit français. On ne peut plus avoir, je crois que ça existait par le passé, mais il n'y a plus d'engagement à perpétuité, ad vitam aeternam. Et donc, la loi a été précisée d'ailleurs il y a quelques mois. La loi sur les ORE, on ne peut pas avoir d'ORE qui dure plus de 99 ans. Bon, ça permet quand même de voir venir et de se retourner. L'ORE qu'on a signé chez Christian l'an dernier pour 99 ans, ni lui ni nous ne seront présents pour, probablement, même si on ne se souhaite pas de mal, pour faire le bilan au bout des 99 ans et pour se réengager ou pas ensuite. Comme c'est un contrat également, on peut à peu près écrire ce qu'on veut dedans. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est différent, ça, par exemple, d'un bail rural où on ne peut pas tout écrire. C'est très codifié, l'écriture d'un bail rural. Sur l'ORE, on pourra à peu près tout écrire, sauf 1 ou 2 points sur lesquels on va revenir tout à l'heure liés à la chasse. Et puis, évidemment, on ne peut pas écrire des choses qui seraient illégales par ailleurs. Je n'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais je ne sais pas si on avait écrit, tiens, dans l'ORE, on va défricher un bois pour faire de la prairie. Bon, déjà, je ne sais pas si on aurait signé ça, parce que ça aurait été un peu contradictoire avec nos objectifs. Mais en plus, le défrichement des bois, il est interdit, sauf cas très particuliers par la réglementation. Donc voilà, c'est typiquement quelque chose qu'on n'aurait pas pu écrire. Et puis, le contrat est la loi des parties, c'est-à-dire d'une part, si on n'est pas d'accord à un moment donné entre le propriétaire et l'organisme qui a signé avec lui, et ben pour savoir qui a tort ou raison, on va relire le contrat, l'ORE, en disant qu'est-ce qu'on avait prévu de faire ou de ne pas faire et qui a respecté ou n'a pas respecté ses engagements. Et surtout, pour savoir ce que l'ORE nous oblige ou nous interdit de faire, eh bien, c'est tout ce qui est écrit dans l'ORE et que ce qui est écrit dans l'ORE. Voilà. C'est-à-dire s'il y a, je ne sais pas moi, si on n'a rien mis sur le non-retournement des prairies dans l'ORE, ça veut dire que le propriétaire a le droit de retourner sa prairie parce qu'il ne s'est pas engagé à les conserver. Voilà. Ou bien, si on n'a rien mis sur l'entretien des mares, le propriétaire n'est pas tenu de les entretenir parce qu'il ne s'est pas engagé à ça. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est dans l'ORE, mais pas plus. Donc, c'est d'où l'importance de bien écrire ce contrat et de bien s'être mis d'accord en prenant le temps de discuter en amont sur qu'est-ce que le propriétaire veut faire, peut faire, et ou ne veut absolument pas faire et que personne ne fasse après lui sur 99 ans. Et qu'est-ce que nous, de notre côté, on est aussi, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on a l'ambition de faire ou de ne pas faire pendant cette durée-là. Vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va vous paraître clair normalement, si c'est encore un peu nébuleux. Donc c'est un contrat, on a dit qu'on ne pouvait pas signer de contrat avec soi-même. Donc, il y a forcément 2 parties. Et la première partie, c'est le propriétaire. Voilà. Donc, quel propriétaire peut s'engager à signer des obligations réelles environnementales? Et ben, vous voyez que c'est assez large. Ça peut être une personne physique, donc Monsieur X ou Madame Y, ou une personne morale, c'est-à-dire une société, une collectivité, une association, voilà, tout type de propriétaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Et puis, ça peut être des personnes de droit privé, sociétés, associations, particuliers, à tout ce qu'on veut, ou de droit public, c'est-à-dire qu'une collectivité territoriale propriétaire de terrain, elle peut aussi signer des obligations réelles environnementales. Il n'y a qu'une seule limite, c'est sur le domaine public, qu'il s'agisse du domaine public de l'État ou des collectivités territoriales. C'est lié au statut du domaine public, qui ne peut pas être du tout aliéné, etc., sauf des cas très particuliers, concessions ou autres, où là, les propriétaires ne peuvent pas signer d'ORE. Mais dans tous les autres cas, a priori, c'est le cas sur la plupart des secteurs agricoles que vous exploitez les uns les autres. On peut être dans le cas de figure où le propriétaire peut s'engager dans une ORE. Et puis en face, il y a ce qu'on appelle un co-contractant, qui, dans l'idée, va être un peu le garant environnemental, donc la personne qui s'assure que le propriétaire et les propriétaires successifs d'une parcelle engagée en ORE
tiennent et remplissent leurs engagements et leurs obligations. Donc là, l'idée, c'est que ce soit un peu ce co-contractant, le témoin et le partie prenante des engagements que prend le propriétaire pour conserver l'environnement, la biodiversité, l'eau, les paysages, etc. sur sa propriété. Donc ça ne peut pas être une personne physique. On ne peut pas dire que c'est monsieur X ou madame Y qui est bien placé pour savoir si le propriétaire respecte bien les engagements qu'il a pris dans le contrat. C'est forcément une personne morale. Et ce que nous dit la loi, c'est que ça peut être une collectivité, une commune, un syndicat de bassin versant, un département, etc., peuvent être co-contractants d'ORE, donc peuvent assurer ce rôle de vigie, de témoin, de garant environnemental. Ça peut être un établissement public, je pense par exemple au Conservatoire du Littoral ou à une agence de l'eau. Et puis, ça peut être ce qu'on appelle une personne morale de droit privé, notamment des associations. Et la loi prévoit que cette personne morale de droit privé doit être un organisme qui agit pour la protection de l'environnement. Elle n'est pas plus précise que ça. Elle ne définit pas précisément ce qu'est une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Mais on peut imaginer qu'on peut y mettre derrière, en particulier, toutes les associations qui sont agréées pour la protection de l'environnement, ce qui est le cas d'un conservatoire d'espaces naturels, de la LPO, de la Fédération des chasseurs ou d'autres associations ou fondations de ce type-là. Voilà, donc ces organismes-là, et là c'est vraiment des personnes morales et pas des personnes physiques, peuvent signer des ORE avec des propriétaires qui souhaitent s'engager. On a les deux parties, c'est le propriétaire et puis donc le co-contractant. Et puis, notamment quand on est sur des écosystèmes agricoles, on peut avoir l'exploitant qui peut ne pas être la même personne que le propriétaire. Voilà. Donc lui, il n'est pas directement l'exploitant ou l'exploitante d'ailleurs, ne sont pas directement partis à l'acte. Néanmoins, s'il y a un projet d'ORE qui concerne des terrains sur lesquels il y a déjà un exploitant agricole qui est muni d'un bail rural qui le lie à son propriétaire, cet exploitant-là, il doit donner son consentement à ce que l'ORE soit signé. Et s'il ne le donne pas, donc le notaire, avant la signature, va se rapprocher de l'exploitant pour savoir s'il est d'accord. S'il ne répond pas ou s'il ne répond pas dans le délai de 2 mois de mémoire, s'il répond favorablement ou s'il n'a pas répondu dans la durée de 2 mois, l'ORE peut être signé. Si l'exploitant s'y oppose, l'ORE ne peut pas être signé. Voilà. Ça, c'est dans le cas de figure où l'exploitant a bien un bail rural qui peut être verbal, qui n'est pas forcément écrit, avant la signature de l'ORE. En revanche, si on n'a pas d'exploitant à un moment donné, qu'on signe une ORE et qu'après vient un exploitant, lui, soit il prend le bien en toute connaissance de cause, donc soit il se sent en capacité de respecter les engagements qu'a pris le propriétaire dans l'ORE, soit il ne le sent pas et du coup, il ne faut pas qu'il devienne exploitant de ce terrain-là parce qu'il va avoir du mal à respecter ces engagements-là. C'est un principe d'antériorité des contrats. Donc, s'il y a eu un bail avant, comme l'ORE, elle peut influer sur les clauses du bail, l'exploitant doit donner son accord. Si l'ORE précède le bail, c'est plutôt l'exploitant qui, dans sa pratique, sait qu'il devra tenir compte de l'ORE. Voilà. Pour faire les choses simplement, comme l'ORE, elle lie le propriétaire à un co-contractant, mais que l'exploitant n'est pas lui-même signataire de l'ORE, ce qu'on préconise, nous, c'est que les engagements que le propriétaire a pris dans l'ORE soient traduits dans un bail rural à clause environnementale qui lie le propriétaire à l'exploitant. Voilà. On reviendra là-dessus avec un petit schéma si ça vous semble compliqué. Voilà. Après, ça, c'est le droit. Après, dans tous les cas de figure, si on veut que ça se passe bien, c'est mieux qu'on se soit assuré que l'exploitant, il est lui-même volontaire, partie prenante et engagé et qu'il ne va pas vivre la signature de l'ORE comme une contrainte. Auquel cas, ça va forcément être compliqué dans le temps. Donc, on a vu les deux parties au contrat. On a parlé d'obligation de faire ou de ne pas faire, s'agissant de la protection de l'environnement dans ses obligations réelles environnementales. Alors, vous pourriez nous demander, mais est-ce qu'il y a des conditions strictes? Est-ce qu'il faut forcément s'engager à protéger les haies, protéger les prairies permanentes, les mares, etc. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment ce qui est intéressant avec l'ORE, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. C'est-à-dire on peut tout écrire dès lors que ce n'est pas illégal, que ça poursuit bien un but de protection de l'environnement et que les deux parties sont d'accord. Donc là, on fait à la carte, puis en fonction du terrain.
On peut prévoir ou pas, selon les caractéristiques du site, le souhait du propriétaire, le souhait du co-contractant, de protéger les haies, les prairies, les bosquets, d'aller plus ou moins loin sur un certain nombre de prescriptions, d'interdire complètement les phytocides ou de les autoriser seulement sur des parcelles délimitées, etc., etc. On peut vraiment rentrer dans le détail et faire de la dentelle. On n'a pas de clause type qu'il faudrait absolument retenir dans l'ORE. Donc, on est vraiment sur le principe de la liberté contractuelle. Dès lors que c'est légal, ça poursuit le but de la protection de l'environnement et que le propriétaire et le co-contractant sont d'accord, ça peut être signé. La seule limite posée par la loi, c'est qu'on ne peut pas avoir une ORE qui remette en cause l'exercice de la chasse. Voilà. Alors, on a eu quelques cas de figure de propriétaires qui nous disaient on voudrait signer une ORE avec vous pour interdire la chasse. Ce n'est pas possible. Et c'est le seul truc qui est clairement écrit noir sur blanc dans la loi. Donc ça, on ne peut pas y couper. Une ORE qui restreindrait l'exercice du droit de chasse ou d'ailleurs qui remettrait en cause des réserves de chasse déjà existantes. Elle serait une ORE illégale, donc que le notaire ne doit pas recevoir ou qui, à défaut, peut être attaqué en justice. Voilà. C'est la seule limite. Dans tous les autres cas de figure, on peut y aller. Donc, quelques exemples, et puis je passe vite là-dessus parce qu'on détaillera après avec l'exemple chez Christian et Marie-Hélène, mais le propriétaire peut s'engager à ne pas construire sur les terrains en question, il peut s'engager à ne pas utiliser de phytocides, il peut s'engager à entretenir les lieux. Autrefois, on disait en bon père de famille, aujourd'hui, on parle plutôt de gestion durable. Et puis le co-contractant, le garant environnemental, l'autre partie au contrat qui veille à ce que le propriétaire respecte bien ses engagements, lui, il doit aussi s'engager. On ne peut pas simplement dire tout repose sur le propriétaire et puis nous, on regarde et on vérifie qu'il ne fait pas de bêtises, sinon on lui tombe dessus en disant que vous n'avez pas respecté la clause 22B du contrat. Nous, on doit aussi s'engager. Ce qu'on propose en général, on verra tout à l'heure avec l'exemple vendéen, mais nous, c'est d'apporter une expertise écologique, de faire un suivi de la faune et de la flore, c'est d'élaborer ce qu'on appelle un plan de gestion qui va dire, tiens, on se propose dans les années qui viennent de planter une haie à tel endroit, de restaurer une mare à tel autre, etc. Et du coup, d'aller mobiliser de notre côté des financements pour nous permettre de faire tout ça. Voilà. Globalement, nous, c'est plutôt de l'accompagnement, de l'appui, du conseil, et éventuellement de la maîtrise d'ouvrage, de travaux qui relèveraient plus du génie écologique, donc de travaux de restauration un petit peu plus poussés, que de l'entretien courant, qui est plutôt de la compétence du propriétaire ou de l'exploitant. Qu'est-ce que nous dit la loi sur les finalités du contrat? Vous voyez que c'est assez vague, hein, on peut mettre tout un tas de choses derrière. Les ORE doivent viser le maintien ou la conservation ou la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité, donc de la faune, de la flore, des habitats naturels, un arbre, une haie, des mares, des prairies, etc. ou de fonctions écologiques. Voilà. Donc, le stockage de l'eau, le stockage du carbone, le fonctionnement de cours d'eau qui soit à peu près naturel, etc. Tout ça peut faire partie d'engagements qu'on inscrit dans une ORE. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que ça sert la cause de la protection de l'environnement, c'est assez large, on peut écrire à peu près ce qu'on veut. Un autre truc intéressant, c'est que l'ORE peut être signé en gros partout, sauf, on l'a vu tout à l'heure, sur le domaine public. Mais là, ce n'est pas une problématique géographique, hein, c'est une problématique de statut des terrains. Mais on pourrait signer une ORE sur tout le territoire français, pour faire simple. Et en particulier, il n'y a pas de lien avec les zonages d'urbanisme. Donc, on peut évidemment signer une ORE en zone N, en zone naturelle d'un plan local d'urbanisme, mais aussi en zone agricole, et même, pourquoi pas, en zone urbaine ou à urbaniser. On pourrait imaginer, par exemple, on n'a pas forcément l'intention de faire ça, ni de projet, voilà, mais demain, quelqu'un pourrait nous voir pour engager son jardin dans un lotissement, à conserver l'arbre ou le bassin à poisson rouge, et nous, on signerait à côté. Voilà. Dans l'absolu, ça pourrait aller jusque-là, voilà, même si on ne cherche pas forcément à faire ça. Et puis, ça concerne des biens immobiliers, hein, on l'a vu, c'est rattaché à des parcelles. Donc, de façon évidente, plutôt des biens non bâtis, des prairies, des forêts, voilà,
ce qu'on peut avoir. Mais on pourrait aussi faire des ORE sur du bâti. Et par exemple, on aura peut-être un projet bientôt d'ORE sur un garage occupé par une colonie de chauves-souris, voilà, où le propriétaire souhaiterait s'engager de façon pérenne à conserver cette colonie de chauves-souris. Voilà. Donc là, typiquement, c'est un cas un peu particulier, mais on pourra en avoir quelques-uns comme ça, où on a de la biodiversité et de la protection de l'environnement dans des bâtiments. Et le dernier point, c'est qu'on peut engager des parcelles cadastrales entières ou des parties de parcelles. Voilà. Et il n'y a pas de minimum, hein, donc à la limite, on pourrait faire une ORE que sur un seul arbre, je sais pas, un chêne pluricentenaire absolument remarquable, pourrait justifier une ORE à lui tout seul, même s'il n'est pas une parcelle cadastrale à lui tout seul. Ou sur un rocher, sur une cascade, sur une mare, sur tout ce qu'on veut. On n'a pas de limite ni minimale ni maximale de surface. On n'est pas obligé d'avoir une ORE qui concerne une parcelle cadastrale entière. Combien de temps ça dure tout ça? Alors, le point clé à retenir, hein, c'est vraiment ce qui distingue l'ORE de la plupart des autres contrats, en tout cas des contrats que nous, conservatoires, on a l'habitude de passer avec des propriétaires. C'est qu'on dit que les obligations sont attachées à la parcelle, au bien, et non pas au propriétaire. C'est-à-dire que si vous vous engagez sur 99 ans, mais ça peut être une durée plus courte, hein, 30 ans, 40 ans, enfin voilà, ce que vous voulez, alors tout le monde est d'accord, eh bien le contrat va perdurer pendant la durée initialement prévue, sauf à ce qu'il soit dénoncé parce qu'on ne serait plus d'accord à un moment donné, on peut le remettre en cause, qu'une partie n'a pas respecté ses obligations, par exemple. Il va perdurer et il va se poursuivre, même si le bien change de propriétaire. Voilà. Ce qui peut arriver sur une période très longue. Hein. On peut avoir une vente, on peut avoir des successions, des transmissions, des dons, des legs, tout ce qu'on veut. Eh bien, le contrat se poursuit jusqu'à son terme. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un atout et une caractéristique majeure de l'ORE. C'est la transmission automatique des obligations avec celle de la propriété. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ORE est attachée à la parcelle et pas au propriétaire. Le propriétaire, il signe l'acte parce qu'il est un petit peu la personne qui représente la parcelle, quoi, si on veut dire les choses simplement. Voilà, la durée c'est jusqu'à 99 ans. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est un peu le pendant de ce qu'on a vu à la diapo précédente. On peut faire par exemple des ORE en zone A, AU, urbanisable, etc., d'un plan local d'urbanisme. C'est possible. Par contre, ce n'est pas parce qu'on fait une ORE à cet endroit-là que ça va changer le document d'urbanisme. Voilà, on restera en zone A, AU, U, etc., etc. Donc, il n'y a pas de perméabilité, c'est un terme juridique pour dire que les implications de l'ORE valent pour le propriétaire, pour les parcelles et pour le co-contractant qui a signé avec, mais elles ne s'imposent pas, par exemple, à la collectivité locale qui dirait « Ah ben là, comme il y a une ORE, je vais déclarer le terrain inconstructible, par exemple. » Voilà. On peut le regretter, mais en tout cas, c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on a signé l'ORA que ça s'impose ensuite, notamment aux collectivités territoriales. Les avantages fiscaux, parce qu'on peut aussi se dire, en fait, quel est l'intérêt pour un propriétaire de faire ça? Alors, il y a plein de raisons morales, on va dire. Hein. Je pense que Christian, tu reviendras là-dessus tout à l'heure, qui expliquent qu'on s'engage à faire une ORA, voilà, pour préserver des éléments de biodiversité, des éléments de paysage, accompagner une transmission d'exploitation qui aille dans le sens que les propriétaires initiaux ont essayé de développer, l'agriculture biologique, des formes d'agriculture extensive, le maintien des haies, etc. etc. Peut-être des organismes, ce qui n'est pas le cas du conservatoire ni d'autres associations. Certains organismes, on pourrait imaginer qu'ils soient co-contractants d'ORE et qu'ils indemnisent, qu'ils financent les propriétaires pour leur engagement. Nous, on ne souhaite pas forcément le faire. Hein. La contrepartie du conservatoire à la signature d'ORE, ce n'est pas d'apporter, de financer, d'indemniser le propriétaire pour s'engager. Surtout sur des biens agricoles où en fait l'engagement il repose sur le propriétaire, mais aussi surtout sur l'exploitant. Donc, ce sera un contresens qu'on indemnise le propriétaire. Et puis on ne sait pas trop où on trouverait l'argent. Et on se voit plutôt apporter voilà, de l'expertise, de faire des travaux, mobiliser les financements pour
pour restaurer, gérer des éléments de biodiversité sur les exploitations. Par contre, on pense que c'est bien que l'État et les collectivités reconnaissent l'engagement des propriétaires avec des incitations fiscales. Donc, pour le moment, c'est assez réduit. Sachez quand même qu'il y a une disposition du Code général des impôts qui prévoit que les collectivités, les communes, peuvent exonérer d'impôts sur le foncier non bâti, en tout cas de la part communale de l'impôt sur le foncier non bâti, les propriétaires qui ont engagé leurs biens en ORE. Voilà. Donc, c'est soumis à une délibération du conseil municipal et on y reviendra tout à l'heure. Ça a pu être fait sur la commune de La Ferrière chez Christian et Marie-Hélène. Et notre Fédération nationale des conservatoires, qui est très mobilisée sur les ORE, fait un boulot de lobbying parlementaire pour que ça aille plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on ait d'autres incitations fiscales pour les propriétaires qui s'engagent en signant des obligations réelles environnementales, mais pour le moment, on n'a que ça. Voilà sur les éléments un peu de présentation générale. On aura un temps de questions derrière. Je ne sais pas, Christian, je te laisse présenter la ferme, peut-être. C'est toi qui en parlera le mieux. Oui, bonjour à tout le monde qui est là. La ferme de la Maisonneuve se situe, pour ceux qui connaissent, juste en limite de la commune de Saint-Martin-des-Noyers, la Chaise-Vicomte, et elle se situe sur la commune de La Ferrière. C'est une petite exploitation agricole. L'ensemble des terres en propriété de 27 hectares et en location 25 hectares. C'est une ferme où on est passé à tout à l'herbe en 95. Marie-Hélène s'est installée en 82, donc tout à l'herbe, on a décidé d'arrêter le maïs. Donc tout à l'herbe en 95. Bon, on va dire qu'on était sous l'impulsion de Paul Rimbaud, là, qui nous poussait aussi un peu. Et en agriculture biologique en 2000. Donc, c'était Marie-Hélène l'exploitante. Moi, j'étais paysan éducateur. Et nous sommes à la retraite depuis, moi, 4 ans, Marie-Hélène 2 ans. Donc, et c'est Elisa et Kevin qui ont repris la ferme derrière. Pourquoi une ORE sur les terres? Je suis au CA de la LPO et j'avais discuté avec les salariés comment, quand on a fait une carrière en bio et que des terres ont été protégées, comment on pouvait continuer cette protection de nos terres. Donc, première piste, ça a été ce qu'on appelle l'arrêté préfectoral de protection de biotopes. C'est un truc qui se fait avec la préfecture. C'est un dossier, tout de suite, dès que j'en ai parlé, on m'a dit « Oh là là, te lance pas là-dedans ». Et c'est Fred Signoret qui m'a dit « Regarde les ORE ». Et nous, on avait lu un article dans Village Magazine quelques mois avant, d'une personne qui avait fait une ORE sur, je pense que c'était en Normandie, donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc, chez nous, la ferme était déjà suivie avec les naturalistes de Vendée, surtout par Christian Goyot, qui est un naturaliste et voisin, et par le lycée nature, par l'intermédiaire de stagiaires GPN. Donc, on avait mis au point déjà des pratiques environnementales, surtout sur les parties humides de la ferme. Ça ne veut pas dire qu'on s'enfonce, mais des parties humides comme le passage de Lyon, puisqu'on est aux sources de Lyon. Donc, on a protégé tous les abords de Lyon et on a redécouvert une biodiversité incroyable. C'est simplement par nos pratiques. On a redéfriché autour des mares et ça a relancé l'apparition, entre autres, du fluto nageant qui est un nénuphar inscrit au catalogue des plantes à protéger. À profusion, c'est ça qui est incroyable, c'est que depuis qu'on a ce suivi, on fait du travail de suivi des batraciens.
Donc, une profusion de tritons marbrés, de salamandres. Des fois, je trouve ça incroyable. Et le retour surtout aussi de libellules et de demoiselles, dont la libellule la grillon mercure, qui est une libellule inscrite, et de la musaraigne aquatique, qui se situe pratiquement en limite de la forêt et de Lyon. Voilà. Quand on a décidé donc de faire le signer l'ORE, ça n'a pas été très très compliqué. Je dis ça toujours aux gens. C'est pas très compliqué. On se rencontre avec l'organisme qu'on a choisi. Nous, c'était le CEN, donc le Conservatoire des espaces naturels, où on a eu un très bon accueil. Je coupe. Attendez. Oui, c'est l'inconvénient du téléphone. Bon. Donc, avec le CEN, on a essayé de définir. Le plus dur, c'est d'essayer de définir de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, ce qu'on voulait, c'était protéger d'une part, puisqu'on était en bio, le non-retour à une agriculture intensive et à des produits phyto. Mais ça, je pense que tous ceux qui sont ou fermiers ou propriétaires en bio ne veulent plus revoir les drogueuses qui viennent dans les champs. Moi, je pense qu'on a eu des discussions avec Paul, j'ai eu d'autres discussions avec des producteurs bio sur la Bretagne. On dit non, on ne veut pas, parce que la pression autour de nous est forte, quoi, hein. Les terres, tout le monde en cherche et on ne voulait pas de ça. Donc, ça a été ça d'abord. On demande à ce qu'il n'y ait pas de produits phytosanitaires pendant 99 ans sur ces terres-là, ce qui est énorme, hein, je vous signale. Tout le monde me dit « Ah, tu fais perdre de la valeur à tes terres ». Moi, je rigole, je me dis ça au contraire, ça augmente la valeur des terres. Elles deviennent 2 fois plus riches. Bon, après, il a fallu définir comment entretenir les prairies, alors ça, j'ai vu avec plutôt les naturalistes des zones de prairies non labourables et des autres parties labourables. C'est pas facile à déterminer, ça, il faut se faire conseiller avec des spécialistes de l'environnement. Ça peut être la LPO, ça peut être le CEN, ça peut être les naturalistes, ça peut être d'autres, mais c'est important. Il y a des prairies qu'il faut savoir ne pas toucher, ça c'est important. La protection des mares, ça et l'entretien, ça fait partie de choses auxquelles je tiens. La conservation de toutes les haies, moi j'ai retrouvé donc le kilométrage de haies de la période de 1975, c'est un calcul que j'ai fait avec la LPO. Donc j'ai retrouvé le kilométrage d'avant les grands remembrements. Donc je suis assez content. Ça laisse pourtant des champs qui sont d'une moyenne de 3 à 5 hectares entourés de haies, donc c'est aussi mécanisable, il ne faut pas exagérer. Et surtout, enfin moi, ce qui me tenait à cœur, c'est que l'ensemble du territoire de l'ORE soit accessible aux étudiants, aux organismes de recherche sur la biodiversité. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup apporté. Alors, je vous l'explique. Si on veut arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de regarder son territoire, il faut l'ouvrir aux autres. Le paysan ne voit que ses récoltes bien trop souvent. Et moi, ça m'a apporté beaucoup d'ouvrir la ferme à des études. On a eu des thésards qui sont venus faire leur thèse sur la ferme. Ils venaient d'Angers. Donc, c'est aussi une ouverture pour nous, paysans, qui sommes trop dans la rentabilité. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Le travail de la mise en place d'une ORE est assez simple, on va dire. J'ai trouvé que bien mené, nous, on l'a fait de mars à juin. J'étais un peu emmerdant avec le CEN, mais bon, ça peut se faire assez vite.
c'est pas une cloche qu'on met sur les terres. Ça, c'est important. Dites-vous ça, que si vous faites une ORE, vous ne, dans vos pratiques, vous restez quand même des paysans. Vous n'êtes pas, ça y est, vous ne retournez pas au Moyen-Âge. On reste des paysans. L'important aussi, c'est que le SEN s'engage avec nous. C'est-à-dire que si tout d'un coup, ils ne font pas leur boulot, ils risquent une amende, les petits loups, là. Enfin, pour moi, toujours, ils ont une obligation tous les ans de venir nous voir. Les contrats que nous avons passés dans un premier temps, enfin, dans les actions à mener, c'était des actions sur quelques points et on n'a pas fini le travail, mais c'était un chêne qui tombait sur Lyon. Il y avait la mise en place de la recontinuité de Lyon, hein, parce que Lyon, sur notre terrain, il y avait eu un barrage qui avait été fait. Et nous sommes en train d'éradiquer un peu des plantes invasives, dont le laurier-palme et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, enfin, c'est pas grave. C'est un travail sur lequel on s'engage et nous avons été aidés aussi pour la plantation de haies par le SEN qui nous aide à trouver des fonds pour faire une partie des travaux, parce qu'il faut se dire ça. Le SEN s'engage aussi à nous donner des moyens. Par exemple, la plantation de haies, le SEN cherche de l'argent pour nous aider. Ça, c'est important, hein. Il faut vous dire aussi qu'il y a ce retour-là. Vous prenez des engagements, mais le SEN en prend aussi. Après, à eux de trouver l'argent, ça, ils savent faire. Et c'est surtout aussi la reconnaissance d'une préservation. Moi, je vais dire, quand on a fait la signature, l'intérêt, c'était d'avoir des gens de tous les milieux, même les chasseurs étaient là. D'ailleurs, on pourra reparler de ça. Et enfin, surtout cette année, une labellisation en espace naturel sensible par le département. Donc ça aussi, c'est vous dire que l'endroit où vous travaillez peut devenir aussi un lieu reconnu. C'est-à-dire qu'on n'est plus les, comment il avait dit, les Amish du coin. On devient des gens reconnus. Voilà. S'il y a des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Ah si, quand même. Le coût d'une ORE est fonction, c'est-à-dire c'est un acte notarié et c'est fonction aussi de l'ensemble du travail que le notaire a à faire, c'est-à-dire souvent de la surface du terrain. Nous, on a eu une prise en charge par le SEN. Je ne sais pas si ça sera faisable après. C'était sur une somme de 2 000 €, pour vous donner un peu une idée. Donc, nous, on a payé 1 € symbolique. Mais nous, ça ne nous aurait pas vraiment gêné de payer 2 000 € parce que notre engagement face à la biodiversité, c'était ce qui nous importe le plus, surtout sur une fin de carrière. Ça peut être plus compliqué pour quelqu'un qui a 30 ans de se dire bah, ça me fait des frais et je peux comprendre ça. Mais par contre, non, revoir, quand vous êtes en bio et revoir une drogueuse qui revient sur vos champs, non, ça je ne pouvais pas, c'était impossible. Voilà, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter, Fabrice ou Christian? Ou est-ce qu'on passe à… Non, en présentation, c'est à peu près tout. Et après, effectivement, on peut prendre les questions si vous en avez. Alors, est-ce que ça soulève des premières interrogations? Moi, j'en avais une. C'est du coup comment Elisa et Kevin, qui sont du coup les exploitants actuels, ont été intégrés du coup dans cette démarche-là. Comment ça s'est passé? Peut-être Christian, si tu peux nous répondre. C'est simple, on leur a dit que s'ils n'étaient pas d'accord, on les foutait dehors. non,
c'était un peu facile parce que c'était nos enfants et qu'on les berce un peu là-dedans depuis des années. Ça ne veut pas dire que Elisa ou Kevin sont des naturalistes. Je ne pense pas vraiment. Je pense qu'ils comprennent la démarche parce qu'ils ont des enfants et qu'ils voient que, en fait, ça ne va pas trop bien notre monde. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait des choses à faire et que même si c'était des petites choses sur 25 hectares, ça pouvait franchement être… il fallait le faire. Ça s'est bien mis. On a eu à mettre en place le bail à clause environnementale, mais bon, ça s'est mis très bien. On l'a vraiment collé à l'ORE. Eux, ça leur plaisait bien parce qu'ils sont aussi affiliés à Paysans de Nature, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en même temps, il y a une remise en question. Ils étaient en réunion hier aussi sur les pratiques. C'est la même méthode. Alors, le GAB connaît ça comment il s'appelle, Nature et Progrès. C'est une remise en question par d'autres sur les pratiques. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait depuis longtemps avec les naturalistes, avec la LPO. Et non, ça s'est bien mis. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Paul, alors, il faut que tu réactives ton micro. Alors, on ne t'entend pas encore. Là. C'est bon. Bon. La finalité du contrat, elle est très orientée vers la protection de l'environnement et favoriser la biodiversité. Est-ce qu'on pourrait plus insister sur le fait de favoriser un système agricole? Parce que, naturellement, quand on favorise la biodiversité, moi je suis un grand convaincu, on favorise les auxiliaires des cultures, les pollinisateurs, le maintien d'un sol vivant, enfin, avec des pratiques qui sont adaptées. Mais dans le contrat, est-ce qu'on peut aller vers plus pour moi, qui est l'avenir de tous ces domaines, si on pratique bien l'agriculture biologique, je pense qu'on peut le dire, mais même si le logo AB, on pourrait s'en passer, mais eh bien, est-ce qu'on pourrait plus insister sur ce fait-là? Vous comprenez la question ? En tout cas, c'est vrai que c'est le cadre juridique est celui-là, c'est-à-dire dans la loi, ça s'appelle obligation réelle environnementale et du coup, on doit être dans répondre à la liste qu'on a vue tout à l'heure, là, conserver, gérer, entretenir, restaurer des éléments de biodiversité ou des fonctions écologiques. Après, c'est très clair que quand on contractualise à l'échelle d'exploitation agricole entière ou quasi entière, ce qu'on va chercher à préserver, en fait, c'est le maintien des pratiques agricoles vertueuses de type agriculture biologique ou d'autres démarches qualitatives plus, elles-mêmes étant supposées, du coup, contribuer à tout ça, c'est-à-dire à la protection de la biodiversité, de la ressource en eau, etc., etc. C'est un outil, on va dire, environnemental qu'on peut utiliser pour soutenir, mettre en avant et privilégier des formes d'agriculture qui contribuent à cette préservation de l'environnement. Et pour apporter Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait faire une contractualisation avec le GAB ou la CAB, par exemple, où il y a des techniciens qui permettraient de faire des mesures aussi, des auxiliaires de culture, qui permettraient d'aller vers cet équilibre de biodiversité nécessaire. Sur ma ferme, moi, il y a de l'élevage, sur mon ancienne ferme, si je suis retraité, de l'élevage, des grandes cultures, du blé pour faire paysan boulanger, et du maraîchage et des plantes aromatiques. Alors, c'est tout un équilibre qui est important à prendre en compte, quoi. En fait, pour préciser un petit peu l'enjeu des ORE sur surface agricole, tout l'enjeu est ici, sur la pérennisation des pratiques qui sont en cours au regard des modèles sur lesquels vous êtes, parce qu'il n'y a aucune pertinence à protéger ces surfaces uniquement par une entrée biodiversité s'il n'y a pas l'activité agricole qui est liée. Donc, il y a un enjeu véritable de préserver les pratiques agricoles qui sont en place et qui dit derrière pratique les systèmes agricoles qui sont en place. Donc, pour le conservatoire, c'est quelque chose qui est clair, qui a été écrit clairement dans le cadre de son futur plan d'action quinquennal sur le fait effectivement de contractualiser des surfaces, mais derrière de valoriser et soutenir les modèles qui sont en place. Et ça peut aller même, en tout cas, les réflexions vont dans ce sens. Donc, il y a le lien avec la brique biodiversité de la FNAB,
qui aujourd'hui nous interpellent dans le bon sens par rapport à ça, sur des enjeux de reconnaissance et de reconnaissance notamment du travail de l'exploitant agricole. On a beaucoup parlé du propriétaire dans le cadre de l'ORE, mais il va y avoir un outil qui va être assez central, qui va être le plan de gestion. Alors évidemment, le conservatoire va avoir son rôle à jouer sur des travaux vis-à-vis de la restauration de certains milieux, mais clairement, celui qui a la fourche en main, celui qui va gérer le milieu, ça va toujours être l'exploitant agricole. Et derrière ça, de retrouver une forme de reconnaissance. Alors, je fais peut-être un peu des raccourcis, mais sur la reconnaissance des services environnementaux. Mais on est bien, véritablement, on parle de plus en plus de patrimoine agroécologique, et on est véritablement sur cette interface entre les enjeux écologiques et les enjeux agronomiques. Et c'est pour ça que notamment le CEN aussi évolue là-dessus, monte en compétences sur les questions agronomiques en lien avec le réseau pâturage juste, par exemple. On ne va pas se limiter au haies, on va aller jusqu'à la pertinence, voire à une question de performance sur les surfaces agricoles, puisqu'on lie la performance écologique à la performance agronomique. Et pour aller plus loin aussi, en lien avec notre fédération des conservatoires d'espaces naturels, l'idée aujourd'hui est posée, c'est qu'une idée pour, je dirais, consolider cet outil, obligation réelle en environnementale, puisqu'on peut imaginer que sa force liée au foncier ne va pas forcément faire que des heureux dans le monde agricole. Et du coup, c'est de lier aussi ça à une forme d'observatoire pour confirmer demain que les obligations réelles environnementales ne sont pas un outil anti-agricole, mais vont représenter un atout pour les modèles agricoles que vous représentez. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce serait peut-être différent si on était une grande région forestière ou une grande région de montagne, etc. Pour nous, là, les enjeux de conservation de la biodiversité dans l'ouest de la France, en particulier en Pays de la Loire, ils sont notamment sur les zones humides et sur le bocage. Et là, sur ces types de milieux-là, si on veut protéger le papillon, la fleur, la libellule, etc., il faut sauver le paysan d'abord, quoi. Voilà. Donc, l'ORE, en tout cas, elle ne sauve pas forcément le paysan, mais en tout cas, elle peut garantir des pratiques agricoles qui contribuent voilà, à un modèle d'exploitation agricole qui est celui que vous et nous, je pense, on souhaite, quoi. Et puis, en plus, il nous semble que le plus dur est devant nous, malheureusement, au regard, justement, de l'évolution de l'élevage aujourd'hui, par rapport au contexte géopolitique qu'on peut connaître. Et bien que les systèmes que vous représentez sont les plus résilients, aujourd'hui, on sait que les surfaces en herbe vont disparaître énormément, que le paysage lié à l'élevage est en forte disparition. Enfin, je vais parler du modèle plutôt polyculture-élevage en lien avec les Pays de la Loire dans sa globalité. Donc, il y a des menaces qui sont très fortes et que l'état de l'écologie de ces grands milieux aujourd'hui risque de se dégrader encore plus fortement. Donc, il y a un enjeu véritablement de préserver ces espaces et du coup les pratiques qui vont avec. Oui, je voudrais rajouter, moi, qu'en plus par rapport à la notion de propriété, parce que c'est toujours un truc quand on est… avant, on était fermier, maintenant, on est propriétaire. Mais l'avantage de l'ORE, c'est aussi que ça donne un statut à la terre. C'est-à-dire que la terre a son propre statut. Et ça, c'est vachement important parce que c'est aussi… elle vit sans son propriétaire, puisqu'elle peu importe le propriétaire, elle a sa vie. Et ça, c'est important. Et je trouve… j'avais eu une discussion avec Mathieu Courgeot, que certains connaissent, qui est porte-parole de la Conte. Il dit, ouais, ce n'est pas les propriétaires qui vont nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Ben, je dis non, au contraire. Là, puisque c'est la terre qui a un propre statut, tu rentres dans ce statut-là. Et puis toi, en tant que fermier, tu as fait avancer le schmilblick. Ce n'est pas contradictoire. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. C'est une bonne remarque parce qu'effectivement, on a des organismes… Je pense qu'on commence à parler au ORE il y a 3-4 ans avec je sais pas, un organisme comme Terre de Liens, par exemple. Il nous disait « Ouh là là, mais attention, est-ce que l'ORE, ça ne va pas être l'outil qui va permettre à des propriétaires de mettre leurs fermiers à la porte en mettant un cahier des charges plus, où on va rajouter tout un tas de conditions qui sont pas possibles pour l'exploitant ». Donc déjà, il y a différents garde-fous. Hein. Il y a le fait qu'il faudra encore trouver un organisme qui accepte de signer un truc comme ça. Il y a le fait que l'exploitant en place, il doit donner son consentement à l'ORE. Et donc, si vous avez écrit tout un tas de dispositifs pour que le fermier il dégage, on peut imaginer que le fermier s'en rende compte et qu'il ne donne pas son consentement. Et puis, en tout cas, nous, les ORE, tels qu'on souhaite les pratiquer pour les propriétaires à qui on s'engagerait,
c'est des ORE qui sont réfléchies, pensées et construites dans un triptyque à 3, en fait, avec le propriétaire, l'exploitant et nous, quoi. Alors, François, tu avais une question. J'ai donné en physique parce qu'il n'y a pas de main au niveau du logiciel, du système. J'en ai plein de questions. J'en ai une première. Je ne vais pas être le seul apparemment. J'arrive à un âge où voilà, la ferme, c'est un peu la fin de l'activité. Il m'en reste, je ne sais pas, plus de 3 ans, mais j'ai mon frère qui arrête dans l'année. Nous avons un jeune candidat. Alors, puisqu'on est sur une phase transmission et je suis propriétaire et mon frère un petit peu et familialement à division, voilà. On en a aussi donc au total une 50aine d'hectares ou peut-être 60 sur lesquels on peut avoir la main. C'est peut-être le bon moment de le faire. Voilà. Et, le jour où moi, en l'occurrence, je disparais, qui est chargé après de poursuivre cet engagement? Est-ce que c'est le conjoint, s'il est encore là, les enfants, comment ça se passe? Voilà. Sur la première question que vous posez, bah, oui, je pense que c'est le bon moment, du coup, avant la transmission. Voilà, sous réserve que vous souhaitiez aller vers une ORE voilà, dont le contenu sera discuté avec un co-contractant qui a trouvé, qui peut être le conservatoire, qui peut être tout à fait un autre organisme, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le bon moment, c'est sans doute le bon moment ouais, s'il y a un projet de transmission en perspective. Et éventuellement, en se donnant du temps, là, tout à l'heure, Christian a dit, parce que tout le monde était super motivé, Christian, Marie-Hélène et puis les fermiers, et nous, pour qu'on signe rapidement. Donc, ça s'est fait en 3 mois. Puis, Christian m'appelait tous les 2 jours. Donc, ça va obliger à accélérer le mouvement. Non, c'est un clin d'œil sympa. Mais on peut aussi prévoir plus de temps si justement il y a besoin de sensibiliser le repreneur, le nouvel exploitant, qu'il a besoin d'être assuré, qu'il a besoin de connaître la partie avec laquelle il sera engagé, etc. Voilà, je pense que c'est sans doute le bon moment avant la transmission et sans doute il faut un temps d'accompagnement qui peut être plus long pour bien se mettre d'accord sur les implications d'une ORE que vous signeriez, l'impact sur l'exploitation, sur la viabilité de l'exploitation, etc. etc. Bon, je pense qu'on vous a à peu près rassuré. En tout cas, les ORE tels qu'on les conçoit, nous, ce n'est pas des ORE qui sont là pour ajouter une contrainte de plus à l'exploitant et compliquer la transmission et la viabilité des exploitations. On essaie plutôt de faire en sorte que ce soit un atout plutôt qu'une contrainte. Mais pour que ça reste bien un atout, bah, il faut sans doute un temps un peu incompressible pour que le propriétaire et l'exploitant partagent bien tous les objectifs. Et puis la deuxième question, c'est une fois que je suis plus propriétaire, qui est tenu par les engagements? Bah, c'est le nouveau propriétaire. Donc selon les cas, soit vous aurez vendu à l'exploitant ou à quelqu'un d'autre et du coup c'est lui qui est tenu de respecter les obligations de faire ou ne pas faire, soit c'est un héritage, une succession par exemple, et selon les cas, ce sera vos enfants et votre épouse, etc. etc. quoi. Voilà. Et ça pendant toute la durée du contrat, donc pendant 99 ans, c'est 99 ans, mais vous pourriez aussi faire une ORE sur 5 ans. Voilà. Alors, pour la question de temps, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que le dossier installation est déjà pas mal avancé. Mais en tout cas, de toute façon, l'administration agricole exige les pièces un certain temps en avance. Et donc, tout ce qui est renouvellement de bail et attestation de bail verbal devra être fourni de toute façon d'ici 2 mois, 2 mois et demi. Quoi. Alors, toutefois, si vous n'avez pas prévu de lui vendre à ce repreneur les terrains, ou pas tout de suite en tout cas, bon, bah, au moins sur les terrains dont vous êtes propriétaire, effectivement, on peut se donner un peu de temps, ça ne l'empêche pas d'avancer sur son projet d'installation et on peut commencer à réfléchir. Par contre, voilà, c'est peut-être pas mal du coup si vous signez pas tout de suite le bail ou ça dépend un peu de ce que l'administration vous demandera comme pièce. Est-ce que ça peut être un engagement à lui faire un bail, auquel cas ça laisse un petit peu le temps d'écrire l'ORE, éventuellement le bail rural, la clause environnementale, ou est-ce qu'ils vont vouloir un bail signé
voilà. Le bail va être oui, non, c'est pas. Non, j'arrive. Je vais dire que nous, du GAEC, mais non, c'est pour qu'il y ait taxe engagement, donc c'est pas le GAEC. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, à votre disposition, si vous souhaitez qu'on examine votre cas, là. Peut-être, oui. Alors, il y avait une question de Paul tout à l'heure qui était intéressante. Est-ce que le GAB, la CAB peuvent être co-signataires, être co-contractants? Alors, tout va être dans la définition que vous avez vue tout à l'heure là, d'organismes de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Donc, il faudra justifier que le GAB ou le CIVAM ou je ne sais pas qui d'autre dont vous pourriez vous rapprocher agit pour la protection de l'environnement. Mais la loi n'est pas plus précise que ça. Donc, il faudrait pouvoir justifier que soit dans les statuts de ces organismes-là, soit dans une stratégie dont ces associations ou syndicats-là se seraient dotés, soit dans un agrément en lien avec la protection de l'environnement, ben, ils peuvent bien être vus comme un organisme agissant pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est la seule petite nuance. Le terme est un peu flou, donc à la fois ça peut inquiéter, mais en même temps, c'est suffisamment large pour qu'on ne dise pas c'est uniquement les associations agréées de telle et telle façon, au titre de tel et tel article. Donc, je ne connais pas assez vos statuts pour vous répondre là-dessus, mais voilà, c'est les vérifications qu'il faudrait faire. D'ailleurs, on peut solliciter une petite expertise juridique auprès de notre fédé là, si on vous laisse rassurer sur un truc comme ça. Et puis après, on pourra peut-être aussi envisager des partenariats sur ce sujet-là, sans pour autant être contractant. Il y a peut-être des choses à réfléchir. Voilà. Alors, il y a une question de Daniel et Philippe Rabot. Il y a une petite question également dans le chat. Il y a Patrick également qui a levé la main. Alors, dans l'ordre, on va prendre d'abord Philippe et Daniel. Et ensuite, on ira sur le chat et Patrick ensuite. Alors, on vous écoute. Moi, ça rejoint une question qui a été posée là par écrit. Est-ce qu'il y a possibilité de compléter ou de moduler le contrat ultérieurement? Voilà. Ouais. C'est un contrat, donc effectivement, à tout moment, on peut le modifier, soit modifier la durée, soit ajouter une parcelle, en enlever, soit modifier des engagements. Il y a juste deux limites à ça. Il faut que les deux parties soient d'accord, évidemment. Et puis, il faut repasser chez le notaire qui va faire un acte modificatif, puisque c'est un acte notarié, donc les modifications de l'acte doivent aussi passer chez le notaire. Mais oui, dès lors que les deux parties sont d'accord, comme un contrat classique, on peut le modifier. Est-ce qu'on peut estimer le coût de la modif chez le notaire? Ça, je ne sais pas vous dire. Je pense que ce sera à peu près, ce sera un peu moins cher que l'acte de signature de l'ORE. Il vaut mieux. J'espère que c'est moins de 500 balles. Ouais, la signature de l'ORE, c'est entre 1 000 et 2 000 euros. Après, un acte modificatif, il y a moins de boulot pour le notaire parce qu'il n'a pas à refaire, demander tout un tas de justificatifs aux mairies, aux trucs, aux machins, etc. Donc, je pense que ça peut être moins cher. Mais moi, je n'ai pas d'expérience là-dessus. On n'en a pas. Le fait que ce soit notarié, il n'y a pas de souplesse. Parce que le notaire, c'est un coût. Il travaille pas en tout de 500 balles ou un notaire. Les tarifs, il n'y a pas de gêne. Donc ça, il faut quand même dire que la réponse, c'est qu'on peut modifier le contrat, mais que ça ne va pas être rigolo du tout, parce que on n'a pas envie de se taper 500 euros tous les 4 matins, quoi, ou parce que le notaire, c'est pas un secrétariat à droite à gauche. C'est pour ça. Une autre remarque par rapport à Christian, c'est toujours sur les mêmes choses un peu. Christian, tu disais donc par conviction que tu aurais même été prêt à payer. Moi, je fais exprès, je prends le contre-pied. Le contre-pied, c'est que quelqu'un qui signe un contrat aujourd'hui, donc où il améliore son bilan carbone, où il a un bon bilan carbone, il est rémunéré. Moi, je considère quand même que quand je signe, je fais exprès, quand je signe avec le conservatoire, qu'on amène quelque chose au bien public, voilà, une qualité d'environnement, etc., une protection, j'estime que ça devrait être rémunéré, bien entendu, et un peu au contraire de ça. C'est-à-dire que quelque part, on attend. Je ne vois pas pourquoi des mecs de la FNSEA seraient rémunérés pour la compensation carbone pseudo ou qui n'est même pas sérieuse, et que la protégeant l'environnement de manière sérieuse. Alors, je conçois que le conservatoire est une association, donc ce n'est pas Crésus, vous allez me dire, mais pour moi, c'est une contrainte qui mérite d'être rémunérée. Est-ce que vous avez un lien avec l'Agence de la biodiversité?
On est partenaire de l'Office français de la biodiversité, mais qui est aussi un organisme qui pourrait d'ailleurs, dans ses statuts, fait partie des établissements publics, là, donc il pourrait signer des ORE. Ensuite, je pense que mon collègue Emmanuel pourra compléter ma réponse, mais moi, je dirais qu'on a 2 niveaux de réponse. Globalement, on est plutôt d'accord avec vous, déjà pour vous rassurer, sur le fait qu'effectivement, c'est toujours un petit peu dommage en fait que les gens qui veulent s'engager dans des dynamiques vertueuses, etc., finalement, on ne les aide pas tant que ça. Il y a quand même un premier niveau de réponse qui est une fiscalité incitative, mais pas si incitative que ça, comme on l'a vu, parce que l'exonération de la part communale sur l'impôt sur le foncier non bâti, déjà, je pense que ce n'est pas la charge qui pèse plus lourdement sur vous, mais encore que vous me démentirez si je me trompe. Et puis ensuite, que ça suppose encore que les communes délibèrent dans ce sens-là. Donc là, à la Ferrière, on a écrit pour inciter la commune à le faire et ça a pu se passer, etc. Mais c'est un peu laborieux. Il faudrait qu'à terme, que l'État décide d'incitation fiscale un peu plus incitative, justement. Et puis le deuxième, donc là-dessus, on peut être que d'accord avec vous. Le deuxième point, c'est que peut-être la petite nuance que je mettrais, c'est que si la contrepartie est financière pour le propriétaire, c'est peut-être un peu dommage parce que sur des exploitations agricoles, c'est d'abord l'exploitant en fait qui devrait quelque part être indemnisé ou rémunéré, vu que c'est son activité agricole qui doit tenir compte des engagements de l'ORE. Voilà. Alors, la question ne se pose pas quand le propriétaire et l'exploitant sont la même personne, mais dans d'autres cas de figure, ça serait peut-être plus problématique. Alors, c'est pour ça qu'on réfléchit, alors même si l'encadrement de la rémunération agricole, c'est très encadré, hein, notamment à l'échelle européenne, on est en train de regarder les minimi agricoles pour voir quels peuvent être les leviers par rapport à l'appel à projet Agence de l'eau sur les paiements pour services environnementaux, si on peut faire du lien. Aujourd'hui, on est plutôt à l'état de réflexion, mais effectivement, la reconnaissance au sens large de l'activité et des pratiques de l'exploitant agricole est pour nous fondamentale, puisqu'on le disait tout à l'heure, ces exploitants-là sont en voie de disparition sur le territoire, donc qu'est-ce qu'on fait pour les maintenir? Donc il y a cet enjeu-là. Après, plusieurs leviers imaginables, mais on aimerait bien avoir votre avis aussi là-dessus, et puis on a tout intérêt à en discuter ensemble, mais ça peut être notamment sur l'engagement, la caution que peut apporter le conservatoire sur le fait de dire que les pratiques sur cette exploitation respectent véritablement la biodiversité. Et ça, nous, en tant que conservatoire, on peut apporter cette caution-là. Donc, c'est un côté d'image, circuit court. On est en train de réfléchir à ces choses-là. Ça, c'est uniquement en termes, je dirais, de communication et d'image. Mais après, c'est aussi de rentrer dans le dur et de réfléchir à des dispositifs en lien peut-être avec les ENS, en lien peut-être avec d'autres politiques territoriales proches qui vont permettre justement de reconnaître l'action de l'exploitant. Et c'est pour ça qu'on pense, mais ça c'est qu'une réflexion aujourd'hui, et on souhaite y travailler avec vous, que le plan de gestion qui va être adossé à l'ORE va cibler clairement le travail de l'exploitant, et c'est comment ce plan de gestion va se rémunérer et sur quelle base. Et ça, c'est le chantier s'ouvre juste, mais en tout cas, on s'accorde sur cette reconnaissance du travail de l'exploitant. Oui, et on ne peut qu'encourager, si le conservatoire veut signer de nombreuses ORE, on ne peut que vous encourager donc à faire ce travail de fond, aller chercher des fonds ailleurs. Ils ont réussi pour la compensation carbone. Évidemment, on va pouvoir utiliser les mêmes leviers que la FNSEA, mais quand même, même s'il y a un engagement et qu'il y a des gens qui sont volontaires, c'est vrai, je suis d'accord aussi que c'est pour le fermier, hein, bien sûr, c'est lui l'exploitant qui doit en bénéficier, puisqu'il vit des contraintes. Hein. Une petite remarque aussi par rapport à François, c'est quand on a un repreneur, parce qu'il y a des moments clés, là, comme tu le situais, des moments de transmission, donc tu as un candidat aujourd'hui, tu signes un ORE, on convenait que c'était mieux de le signer avant, etc., de s'engager. Finalement, François, en tant que propriétaire et en tant qu'exploitant aujourd'hui, on a un repreneur donc, qui nous dit qu'il est OK. Comme tu l'indiquais dans le calendrier, il s'installe, je fais exprès, je ne vais pas faire le mauvais coucheur. Il y a une difficulté, ce repreneur-là n'est pas le repreneur final. Mettons, tu as un repreneur en janvier, mais ce n'est pas le même. Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis lui, il n'en veut plus, ou alors où il en veut. Ça me paraît quand même une contrainte compliquée à imposer. On ne sait pas toujours qui on va avoir réellement. On pense que c'est la personne X et au final, ça va être Y qui va reprendre.
ça me paraît chaud bouillant, ça. Ok. Alors, il nous reste 10 minutes, donc merci là, Philippe, pour ton intervention. On va essayer quand même de traiter les différentes questions. Après, je vous invite, pour des cas spécifiques, peut-être à revenir vers le conservatoire. Il y avait du coup en ligne, il y avait une question. Alors, il y a déjà une réponse écrite, mais pour que tout le monde puisse peut-être avoir l'information. Alors, il y avait 2 questions d'Alain sur la possibilité de résiliation. Par exemple, est-ce qu'au bout de 40 ans, le nouveau propriétaire, s'il décide de résilier, il peut résilier ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que, autrement, une ORE peut interdire une éolienne ou une extraction d'uranium, par exemple? Alors, sur la résiliation, même topo, c'est un contrat. Donc, dès lors que les 2 parties seraient d'accord pour résilier, comme pour modifier d'ailleurs l'ORE, c'est possible. Voilà, mais il faut que les 2 parties soient d'accord, ça ne peut pas être que le propriétaire. Et l'intérêt de l'outil, c'est justement qu'il dure. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des raisons qui amènent à une résiliation par consentement mutuel, comme le divorce. mais sinon, l'objectif, c'est quand même que ça dure dans le temps. Donc, la résiliation, il faudrait qu'elle soit justifiée pour que les 2 parties disent oui, pour différentes raisons, on pense que mieux mettre un terme à l'ORE. Sachant qu'il peut y avoir des cas de force majeure qui justifient qu'on mette un terme à une ORE. Donc, le cas, ce n'est pas encore présenté, mais je ne sais pas, demain, on signe une ORE avec un propriétaire dont la parcelle, 10 ans plus tard, part à la rivière à la suite d'une crue torrentielle. La parcelle n'existe plus, par définition, l'ORE peut être dénoncée. C'est un cas de force majeure. Et puis, est-ce qu'une ORE peut interdire une éolienne ou l'extraction d'uranium? Je ne veux pas rentrer dans le détail de tous ces cas de figure-là, mais il y a 2 éléments de réponse. Oui, si on justifie que ça participe de la protection de l'environnement. Donc, dans votre préambule de l'ORE, vous dites on fait une ORE pour protéger ceci ou cela. Et du coup, on s'oblige à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses. Et dedans, on pourrait effectivement, pourquoi pas, écrire on interdit d'extraire ceci, de construire cela, etc. etc. Donc oui, on peut l'écrire. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Avec une petite nuance quand même, c'est que ça reste un contrat de droit privé. Et si demain, je ne sais pas, chez Christian et Marie-Hélène, si demain l'État prend une déclaration d'utilité publique en disant je vais faire passer une autoroute au milieu de la ferme, il pourra quand même le faire parce qu'il va dire oui, c'est bien, vous avez signé une ORE, mais ça ne regarde que vous et l'organisme avec qui vous avez signé. Nous, on s'appuie sur une déclaration d'utilité publique qui peut aller jusqu'à l'expropriation et donc qui peut aller jusqu'à remettre en cause votre ORE. Voilà. Donc, on peut réglementer un certain nombre de choses comme ça dès lors qu'on est hors cadre intérêt général ou utilité publique qui, dans tous les cas, prévaut par rapport et à la propriété et au contrat de droit privé, etc. Et puis, si je peux me permettre, c'est une loi récente, 2016, il n'y a pas encore de jurisprudence. Oui. Donc, il y a toute la jurisprudence à faire avancer. Donc, allons doucement, on n'a pas de réponse. Et puis, un petit bémol sur la notion de durée. Je vous signale que le GIEC nous a donné 3 ans pour bouger. Dans 99 ans, on en rediscutera. Donc, allez, on se la coule tous sur la notion de temps. Et que peut-être que si les vraies questions, je pense que Paul, j'ai bien aimé sa question, la notion de cogestion d'une ORE me paraît indispensable. Que le GAB il soit complètement mouillé et qu'avec les scientifiques, avec on va dire la LPO, avec les naturalistes, oui, bien sûr, que tout le monde soit mouillé. C'est comme ça qu'on avancera, quoi. C'est qu'un outil, hein, rappelez-vous, moi j'ai une caisse à outils, c'est un ensemble d'outils que j'ai dans ma caisse et l'ORE n'est qu'un outil. Et je trouve que c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ensemble qu'on arrivera. Ce n'est pas d'un côté le SEN et d'un côté… voilà, excusez-moi, oui, je prie un peu là. Sur les questions que je vois dans le chat, la résiliation, oui, elle a lieu chez le notaire, hein, comme la signature de l'ORE ou la modification de l'ORE, ça se passe chez le notaire. Si le SEN ne dure pas 99 ans, bonne question. Alors, il y a ce qui est écrit dans l'ORE, c'est-à-dire vous avez signé avec une personne morale qui est le SEN, la commune de truc, l'établissement public X ou Y. Si cet organisme-là disparaît, on peut considérer que
le contrat devient caduc parce qu'il y a une des parties au contrat qui n'existe plus. À une petite nuance près, c'est que nous, par exemple, au SEN, dans nos statuts, il y a écrit que si l'association est dissoute, le patrimoine de l'association, éventuellement les contrats que nous avons, peuvent être repris par notre fondation nationale, par exemple. Auquel cas, on pourrait imaginer que dans ce cadre-là, les ORE perdurent, mais il faut qu'on les prévue dans nos statuts, et puis il faut que l'AG de dissolution, si elle avait lieu, prévoit spécifiquement ce cas-là avec une délibération qui va bien. Donc effectivement, c'est une petite limite. Autant on peut considérer que la parcelle ne va pas disparaître, sauf si elle est mangée par la rivière ou la mer, mais chez Christian et Marie-Hélène, on a le temps de voir venir quand même. Autant le co-contractant, lui, les personnes morales, on sait que des fois, elles peuvent disparaître, même si on n'a pas prévu de notre côté. Il y avait une petite question de Patrick ensuite. Ouais. Moi, c'est un peu par rapport au co-contractant. Je voulais savoir si on pouvait n'avoir qu'un seul, que c'était obligatoire de n'avoir qu'un seul co-contractant, ou s'il pouvait y avoir plusieurs parties, ou après, est-ce que c'est des jeux de partenariat avec un seul contractant et des partenaires type LPO, CAB, GAB, etc. Enfin. Alors, la loi n'est pas précise là-dessus. Dans l'absolu, on pourrait avoir plusieurs co-contractants. Moi, je ne le conseillerais pas, mais c'est une lecture juridique, parce que plus vous avez de parties à l'acte, plus vous avez de risques de contentieux, enfin, voilà, de problèmes s'il y en a un qui finalement chie dans la colle, si vous me permettez l'expression. Donc, ce que je privilégierais plutôt, c'est un seul co-contractant, en tout cas partie prenante à l'acte notarié. Par contre, effectivement, après, ne pas hésiter à avoir des conventions de partenariat et des partenariats de façon générale, que ça prenne la forme de convention avec qui vous voulez, avec le GAB, avec la LPO, etc. Dans l'ORE qu'on a signé, par exemple, avec Christian et Marie-Hélène, dans le préambule, il y a un endroit où on a dit de longue date, les propriétaires ont un partenariat avec les naturalistes vendéens, la LPO Vendée, Paysans de Nature, et l'ORE conforte et ne remet pas en cause ce partenariat-là. On peut l'écrire comme ça, sans pour autant qu'il soit signataire avec. Dans le cadre du plan d'action quinquennal du SEN, on a pour volonté, en tout cas, le SEN, d'animer un réseau des dynamiques sur cet outil ORE à l'échelle des Pays de la Loire, avec tous nos partenaires. On se voit avec la CAM le 10 juin prochain pour en parler aussi, d'avancer véritablement là-dessus avec un gage un petit peu comme Fabrice l'a expliqué. L'ORE est très ouvert sur ce qu'on peut mettre dedans, mais il y a un enjeu de gage qualitatif aussi bien sur la côté agroécologique dont on parlait tout à l'heure et de posture sur cet outil-là. Pour ne pas le dévoyer, et puis a priori on partage les objectifs, donc à un moment il faut serrer ça à l'échelle d'une dynamique. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Peut-être une toute dernière. Alors, François, si tu veux, mais on ne t'entend pas. Il faut que tu rallumes ton micro. Pardon. Il y en aurait bien une, mais pas forcément fondamentale. Dans notre cas, il y a déjà des obligations contractuelles, parce qu'on est dans des mesures MAEC. Donc, il y a déjà quand même un certain nombre d'actions et un plan de gestion qui fait que ce n'est pas n'importe quoi. Mais ces MAEC peuvent sont uniquement volontaires, elles ne sont pas obligatoires. Quand on est dedans, c'est pour 5 ans, mais voilà, c'est un moyen pour moi de pérenniser les pratiques. Simplement, c'est ça. Ce n'est pas une question en tant que telle. Non, mais c'est une bonne remarque. C'est vrai que la limite de tous ces dispositifs, contrat Natura 2000, MAEC, etc., c'est qu'on est sur à chaque fois, les outils changent tous les 5 ou 6 ans, les politiques agricoles communes sont révisées, etc., etc., et qu'on n'a pas de pérennité sur le long terme. On n'a pas de vision et de garantie de pérennité à long terme. Et puis une petite précision. Pardon. Non, mais ça me fait un peu peur le fait d'avoir, entre guillemets, pour l'exploitant, ce cumul entre les obligations déjà réglementaires, la PAC, les MAEC, et j'ai l'impression que ça peut être vu, perçu comme une encore obligation supplémentaire, parce que les autres, c'est quand même un peu parfois des obligations, même si moi je ne les prends pas comme ça. Bon, celui qui n'est pas trop fervent le prend plutôt comme une obligation. Et voilà, c'est un empilement quand même de choses, il faut en avoir conscience. Alors, un parti pris, une posture aussi, c'est qu'on a aussi l'ambition d'un peu tordre le cou à l'esprit MAEC où l'écologie et la biodiversité sont vécues comme des contraintes. On l'a dit au tout départ, on est vraiment sur l'interaction agro-écologie
Et cet équilibre-là est un atout. Et avec l'enjeu de le prouver, je pense que votre réseau est déjà sur cette phase-là. Et du coup, c'est plus de l'indemnité vis-à-vis d'une contrainte qu'on peut avoir, mais c'est véritablement comment on a une reconnaissance pour la société des pratiques qui sont en place et qui apportent sur la biodiversité, sur l'eau, sur la qualité alimentaire, sur tous ces éléments-là. C'est plus une reconnaissance qu'une logique de contrainte comme c'est le cas dans le cadre de la PAC. En fait. 1 000 € sur 5 ans pour... Ok. Alors, je pense que Fabrice, tu devais nous quitter là. Oui, on va devoir vous laisser. Ce qu'on peut vous proposer, d'une part, le PowerPoint qu'on a passé, là, Coralie, n'hésite pas à le transmettre aux participants. Je transmets du coup les coordonnées également. Ouais. Alors, lesquelles? Celles de Fabrice ou d'Emmanuel? Les deux à ce moment-là. Ouais. Okay. Ou Emmanuel en premier niveau. Et puis... Okay. Voilà. Coup, si les uns et les autres, vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à recontacter peut-être directement le conservatoire pour peut-être parler plus précisément des cas particuliers. Ouais. Merci à Christian. Voilà. Oui. Et puis, oui, voilà, il y a Christian qui a vécu ça de près, puis Elisa et Kevin, ses enfants. Et à la fin du PowerPoint aussi, j'avais mis le lien vers une plaquette, vers une vidéo de présentation. Voilà, donc il y a un peu d'autres. Même si vous tapez ORE sur YouTube, vous trouverez aussi d'autres documentations. Voilà. Et puis, on est à votre dispo, évidemment. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci surtout du coup à Christian, Fabrice et Emmanuel qui ont partagé leur expérience. N'hésitez pas à continuer à échanger avec le CEN ou même avec Christian, j'imagine que tu seras d'accord pour échanger sur ce sujet-là. Au niveau du GAB et de la CAB, on va aussi continuer, nous, à échanger sur ce sujet-là. Voilà, c'était l'idée là de partager un premier aperçu de ce que sont ces obligations réelles environnementales. Le GAB ne s'est pas encore positionné sur ce sujet-là. On a eu des échos d'un petit peu partout sur le sujet, donc ça nous paraissait important de vous proposer ce temps d'échange. Voilà, on vous laisse y réfléchir, voir si et comment vous avez envie de vous en saisir. Revenir vers nous si vous avez envie de partager un retour sur le dispositif qui vous a été proposé et revenir du coup vers le conservatoire si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la démarche.